Salut, c'est Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va parler d'empathie, de sympathie, de personnes qui font l'amour à la terre glaise, de psychologie sociale, de karma, de raélien, de plein de trucs. Reste, ça va être sympa. Dans mes recherches comme ça, il y a un propos que j'entends extrêmement souvent, qui est le propos suivant. Moi, je suis un empathe, je ressens tellement les choses que je me sens, voilà, j'ai tellement d'empathie, je suis hypersensible. Et il y a des moments où, je sais pas gérer ça, quoi, parce que je suis vraiment en empathie avec les gens, tu vois. Alors, vous commencez à me connaître dans Hypnomachie, quand j'entends un petit peu trop souvent une bêtise, et ben je sublime ma frustration en faisant une vidéo. C'est une façon de servir mon besoin d'intelligence et de prise en compte de la complexité. Bon, outre le fait que se définir soi-même par une de ses capacités, bah oui, parce que l'empathie c'est une capacité, j'ai la capacité de me mettre en empathie avec l'autre, etc. Outre le fait que se définir son être par une capacité, c'est ce qu'on appelle une confusion de niveau logique. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, on est plus que ce qu'on fait, on est plus que nos capacités. Si je suis basketteur et qu'à un moment je peux plus jouer au basket, bah je suis toujours moi. Donc déjà là, il y a un premier problème en termes de représentation du monde, on perd une quantité d'informations abyssale, enfin passons, on en reparlera. Mais le point clé, c'est que j'ai surtout entendu ça dans la bouche de personnes qui le vivaient mal et se sentaient profondément incompris à cause de ça. Parce que tu crois que tu peux jouer avec autrui comme un gosse joue avec son hocher? Mais dans le fond, rien ne peut t'atteindre. Les choses t'effleurent comme la brise sur la maison du lac des Feuillantines. Et puis tu veux que je te dise? Eh ben dans le fond, ça t'est bien égal. Et puis t'as rien compris. T'as rien compris. T'as rien compris. Et j'ai remarqué que c'était aussi les personnes qui avaient le même genre de profil socio-psychologique que justement la plupart des personnes qui avaient tendance à adhérer à la notion de pneu. Hein, c'est le nom que je donne aux pervers narcissiques. Donc ces personnes qui se disent empathes ont généralement du mal à gérer d'autres profils psychologiques, notamment des gens qui sont plutôt individualistes, qui ne sont pas ce que j'appelle des collaborateurs prosociaux. Hein. Non, ils ont du mal à gérer ce type de profil, d'une manière générale, tous les individualistes et les personnes qui ont du mal avec l'autorité ou qui se la jouent un petit peu trop perso. Il y a beaucoup de confusion entre sympathie et empathie, énormément. Alors c'est vrai que dans la littérature scientifique sur le sujet, les mots ne sont pas toujours définis de la même manière. C'est assez rare d'ailleurs, en général en science, quand on commence à étudier quelque chose, très vite il y a un consensus qui se dégage, pas forcément au niveau des différentes théories explicatives, mais au moins au niveau des mots, de quoi on parle. Alors que là c'est extrêmement intéressant, d'un chercheur à l'autre. Tout le monde n'a pas la même définition de ce que c'est que l'empathie, la sympathie, etc. Bon, alors moi je vais m'en tenir à une définition assez standard qui est quand même celle qui tend à faire consensus. Mais je trouve ça intéressant à observer ce delta de définition comme ça dans une perspective transrationnelle, parce que je pense que ça raconte beaucoup de choses sur la propre subjectivité et le niveau de développement de l'intelligence émotionnelle des différents chercheurs. Et où justement, comme ils n'en sont pas tous au même point, fatalement, donc ça se raconte dans les différences de termes qu'ils utilisent. Voilà, pour la petite anecdote, je trouve ça intéressant à observer. Voilà. Donc, dans la sympathie, vous retrouvez le pathie, le pathos, hein, et saint, ou saint-syn, qui vient de ensemble. C'est la même racine que dans syntonie, hein, ou synchroniser. C'est ensemble. Et donc, quand vous avez deux individus comme ça qui sont en sympathie, dès qu'il y en a un comme ça qui ressent quelque chose, et ben hop, tout de suite l'autre va ressentir la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un transfert quasiment direct d'émotions, vraiment à la manière de l'électricité dans les neurones. C'est dès qu'il y en a un, tout de suite ça passe. Il n'y a pas de barrière. Dans un certain point de vue, on peut dire que dans ces moments-là, quand on est en état de sympathie, les frontières du moi ne sont pas clairement posées. Il n'y a pas quelque chose qui dit, attends, ça c'est ton émotion, ça c'est la mienne, etc. Et on est dans un soi un peu poreux. Quand je vous parle de façon assez récurrente dans toutes mes vidéos de la notion de vide de soi, là on est totalement là-dedans. On est vraiment dans
une espèce de configuration du cerveau qui renvoie d'ailleurs directement aux états hypnotiques qui se propagent dans un individu à un autre, hein. Un peu comme dans des foules, vous savez, où il suffit qu'il y en ait 2, 3 qui vivent une émotion très intense, et très vite, ça, il peut y avoir une contagion émotionnelle comme ça, gigantesque, et qui renvoie à la notion de grégarité. En gros, c'est un mode du cerveau dans lequel l'idée, c'est de ne surtout pas vivre sa solitude. La solitude, ça n'existe pas. Parce qu'en effet, quand on est tout petit enfant, on vit dans un tout comme ça, où tout est un, etc. C'est magnifique, on va en reparler dans pas longtemps. Et quand on se vit un soi séparé, eh ben, il y a une blessure d'être arraché comme ça à cette monade primordiale. On en avait déjà parlé aussi dans d'autres vidéos. Et en fait, cet état de sympathie, c'est une forme de pulsion régressive via une transe hypnotique d'identification, afin d'éviter de vivre la solitude, afin de nier la solitude. Alors vous avez des gens qui parlent comme ça d'empathie chaude et d'empathie froide pour essayer de faire la part des choses entre se mettre à la place des gens dans la tête et se mettre à la place des gens au niveau du cœur. Et il y a des gens qui essaient de proposer une espèce de lien entre comme s'ils se mettent à la place des gens comme ça là-haut, donc l'empathie froide c'était l'équivalent de moi ce que j'appelle empathie, et que se mettre à la place des gens ici au niveau du cœur c'était moi ce que j'appelle sympathie. Bon, je crois que pour ce coup-là je vais rejoindre Jean-Pierre. Mais c'est de la merde. D'ailleurs, selon une étude publiée en 2003 par Vikramasekaara et Zlik, putain les blazes, en 2003, donc l'empathie est fortement corrélée à la suggestibilité. C'est pour ça que je vous en parle. D'ailleurs, je suis allé voir l'étude moi-même, c'était très très intéressant. Vous avez des chercheurs dans le cadre d'un projet interuniversitaire qui mêlait l'université de Cambridge, l'université de Paris et l'Institut Pasteur, qui auraient déterminé qu'il y aurait des causes génétiques à l'empathie, à plus de 10%, qui s'expliqueraient par la présence ou l'absence d'un gène, le gène LRRN1, voilà, qui serait plus fréquent chez la femme, si je ne dis pas de bêtises. Bon, je vous confirmerai ça, voilà, je confirmerai encore. Enfin, je vous dirai en commentaire si j'ai dit une bêtise ou pas. Voilà, et donc en fait qu'une certaine forme d'empathie cognitive notamment donc serait génétique. Ça a été ensuite confirmé par une méta-analyse sur plus de 89 000 sujets. Voilà, plein de corrélations assez intéressantes au niveau de cette capacité à éprouver de l'empathie pour autrui. Plus on éprouve de l'empathie pour autrui, plus on a de chances d'être extraverti en termes du Big Five. Bon, c'est intuitif. Plus on a de chances de développer de la schizophrénie, ça on pourra en reparler sur ce que c'est vraiment que la schizophrénie. Plus on a de chances de développer de l'anorexie mentale, moins on a de chances de développer de l'autisme. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous refaire toute l'étude ici. Néanmoins, il y a toute une littérature très très intéressante, et ça n'en est qu'au balbutiement, puisque avec l'arrivée de l'épigénétique, justement, les gens, l'analyse du génome est en train de faire de tels progrès en ce moment que ça va être formidable dans les 3-4 ans à venir. Je pense qu'on va vraiment beaucoup avancer là-dessus, et je m'en réjouis. Voilà. Donc la notion d'empathie et de sympathie n'est pas non plus la même chose que la notion de solidarité chaud-froid. Hein, enfin bon, il y a plein d'auteurs qui ont proposé plein de notions. Moi je vais simplement vous parler dans des termes assez simples d'empathie et de sympathie. Donc l'empathie demande un soi bien installé, et justement toutes ces personnes qui se disent ouais moi je suis empathe, je suis hypersensible, etc. Je suis bouleversé dès que quelqu'un est dans la pièce, machin ça. C'est en fait ils tombent dans le biais cognitif de présentéisme dont je vous avais parlé dans la vidéo sur le réchauffement climatique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Parce que c'est toujours plus facile de se représenter ce qui est là que ce qui n'est pas là. Et qu'est-ce qu'ils voient ces gens-là? Ils voient que quand il y a quelqu'un d'autre qui a des émotions intenses dans la pièce, ils sont pris à la gorge, ils sont pris aux tripes. Et ils essayent de le réarranger, de le rationaliser en se racontant « ouais, moi je suis super sensible », etc. Et en faisant en fait une narration qui va les mettre en valeur, qui va les narcissiser. Parce que justement, plus on est présent à soi-même, simplement, dans l'être, avec un E majuscule, moins on a besoin d'être narcissisé. En fait, justement, la narcissisation, c'est un phénomène de compensation de l'absence de soi. Donc du coup, ils se racontent une histoire super narcissisante, etc., pour pas simplement voir quelque chose de simple, qui est qu'à un endroit, ils ont un soi qui est poreux, ils ne sont pas bien présents, et il y a un endroit où c'est pas fini de construire, psychologiquement, je veux dire. Et c'est pas grave, hein, pas de problème, on est tous là où on en est, on a tous des choses encore à construire, ou à déconstruire d'ailleurs, psychologiquement, pas de problème. Mais simplement, voilà, c'est une narration qui a l'avantage à court terme de protéger l'estime de soi, mais qui à un moment donné,
amène une forme de mensonge à soi-même et de fuite de soi, et ça c'est terrible. Parce que le premier niveau de la présence à soi, vraiment le niveau de base, c'est de commencer à avoir une espèce de frontière, hein. Je ne vais pas dire un mur à la Trump, mais c'est au moins un truc qui permet de dire non. C'est-à-dire que quand l'émotion de l'autre est en train de nous envahir au point qu'on s'absente de soi et que c'est l'horreur, simplement de pouvoir dire non, je ne veux pas de ça. Weirdos. Souvent, malheureusement, donc on est complètement perdu comme ça, donc dans ces pulsions régressives, dans cette espèce d'envie de ne pas s'incarner et de retourner comme ça dans le ventre de sa mère et de revenir dans une espèce de petit giron où on fait un avec tout et avec tout l'univers. Et le plus triste dans tout ça, c'est que très fréquemment, ce genre d'état psycho-émotionnel est totalement confondu et amalgamé avec ce que certains chercheurs appellent des états transpersonnels océaniques, et en fait avec des pratiques spirituelles. Voilà. Et alors je sais que, comme disait Bernard Weber, dès qu'on parle de spiritualité, ça agace les imbéciles, mais néanmoins, dans Hypnomachie, on essaie d'être autant à l'aise avec les deux aspects, la science, le spirituel, etc., mais surtout d'éviter le gloubi-boulga pré-rationnel où on confond totalement les deux par manque de discernement et par manque justement de pratiques psychologiques. Parce que c'est un grand classique de pratiquer des voies spirituelles pour fuir le plan psychologique. Autrement dit, d'aller chercher le cosmos pour pas vivre la vie là, maintenant et à s'incarner. Et j'en ai vu malheureusement énormément. À partir du moment où tu cliques sur une vidéo, comment ouvrir tel et tel chakra, il y a déjà un processus qui est lancé. Donc tu es sur la bonne voie. Donc après, comment est-ce qu'on fait pour se servir de tous ces signes qui prouvent que notre troisième œil n'est pas activé? Alors je te donne un exemple, tout simple, ok? Admettons t'as des préjugés. Pose-toi des questions. Ah mais je fais que ça, moi, me questionner, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je pose beaucoup de questions dans ces vidéos. C'est juste que là, quand j'entends si tu te questionnes, c'est vraiment le signe que ton troisième œil il est ouvert, je me dis que le mec il manque peut-être un petit peu d'équilibre entre le là-haut et le en bas, là, va peut-être redescendre un tout petit peu. Mais donc voilà, allez expliquer ça à des gens qui sont comme ça dans une certaine fuite d'eux-mêmes, et donc le risque de rejet émotionnel de la part du système nerveux d'en face est extrêmement élevé. Parce qu'on va avoir plein de mécanismes de défense divers et variés, justement visant à protéger le psychisme, la prise de conscience, qui est un endroit où il a dû s'absenter. On va avoir du déni, on va avoir une espèce de rejet du principe de réalité dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur l'utilitarisme, je n'y reviens pas. On va avoir une confusion entre ce qui a été transcendé et ce qui n'a pas été vécu. Ça c'est terrible, parce que je vous rappelle que pour transcender quelque chose, il faut déjà y rentrer à un moment donné. Donc pour transcender la matière, machin, il faut déjà avoir mis les mains dedans. Voilà, et bien sûr, évidemment, le classique, la confusion entre le pré-rationnel et le transrationnel, qu'on avait déjà évoqué dans la vidéo sur la zététique. Voilà, et donc très souvent, on va avoir des gens qui vont être prêts comme ça à croire la première chose venue simplement parce qu'ils le sentent, quoi. I felt connected to you right away. Something about you. I was like, I don't know, I'll just follow him anywhere. Bon, du point de vue rationnel, en général, on a tendance à refouler, ou en tout cas à pas trop considérer la notion de subjectivité. On essaie au contraire de mettre la subjectivité de côté pour essayer de tendre vers le plus d'objectivité possible. Croyez-vous que vous vous battez pour atteindre un but plus important à vos yeux que votre survie? Voudriez-vous me dire ce que c'est? Le savez-vous seulement? Illusion, monsieur Anderson. Hallucination. Invention fugace d'un minable esprit humain dans une tentative désespérée de justifier une existence sans le moindre but. Une vie absurde. Des vies tout aussi artificielles que la matrice elle-même. Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi persister? Parce que j'en ai fait le choix. Là, je vous ai mis cet extrait de Matrix parce que justement, les personnes qui plafonnent en pré-rationnel vont avoir tendance à s'identifier à Neo, au personnage de Neo, face à l'agent Smith qui va symboliser en fait le vilain rationnel qui va mettre de côté la subjectivité en fait. Mais quand on aborde la chose d'un point de vue transrationnel, en fait, on va se placer directement au-delà de ce conflit mimétique. CF vidéo sur le sacrifice, on va se placer au-delà du conflit mimétique entre Neo et l'agent Smith. Ça n'a plus de sens en fait, ça devient juste une fiction pour enfants. Cette confusion entre le pré-rationnel et le transrationnel est absolument classique, j'en ai déjà parlé, là j'en reparle très brièvement. C'est une espèce d'effet Dunning-Kruger spirituel, si j'ose dire, et qui est un piège absolument classique. Je vous conseillerais tout à l'heure d'ailleurs un bouquin qui en parle si cela vous intéresse. Voilà. Et donc on va se planquer comme ça derrière des espèces de salamalek pseudo-spirituels, pour pas voir qu'à l'intérieur on a un petit enfant qui souffre, tout simplement. Je m'appelle Sophie, et toi? Tu veux dire Sophie, le nom qu'on t'a donné?
l'étiquette matérialiste qui a été déposée par la société sur ton moi profond. Oui, Sophie, c'est mon nom. Ah mais j'entends bien, ma sœur dans le soleil. Et souvent, ce que j'ai appris en regardant, en étudiant les groupes sectaires comme ça pendant une vingtaine d'années, en ayant infiltré un certain nombre, etc., c'est qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et que parfois, il y a chez certains groupes qualifiés de sectes certaines notions qui sont extrêmement intéressantes à explorer, vraiment intéressantes. Et qui parfois peuvent être mis de côté, plus ou moins, par la science occidentale. Enfin, encore que si on cherche bien, il y a quand même des chercheurs qui s'intéressent un peu à tout. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça a le mérite. Ils ont le mérite de s'intéresser à un certain nombre de sujets assez ouverts. Je prétends que le pouvoir de la pensée est complètement inexploité. Le pouvoir de la pensée? Oui, j'essaie d'influencer la trajectoire de la balle avec ma seule volonté. Alors ce qui est marrant, c'est que on retrouve dans la façon d'aborder ces sujets quelque chose qui va parler à la toute-puissance de l'enfant. Comme si... C'est tout le temps cette idée de dire « Ah ben moi j'en ai chié dans mon enfance, on m'a frappé, humilié, tripoté, etc. » Ce qui a fait que justement que le psychisme a dû s'absenter pour éviter l'horreur, d'où l'absence de soi. Hein. Et c'est comme si là, il y avait l'idée d'intégrer un collectif d'élus qui amènerait une espèce de connaissance supérieure, comme s'il y avait une compensation. Vous voyez, genre « Ah, j'ai chié pendant l'enfance, du coup j'ai des super pouvoirs. » Ça, c'est vraiment une espèce d'illusion infantile d'une justice divine, ce qu'on appelle une forme de transe de spiritualisation, dont le but est toujours d'éviter de vivre pleinement pour le psychisme l'horreur de ce qui s'est réellement passé. Mais c'est pas idiot, ceci dit, d'interroger le nom de la carte d'identité. Ce serait d'ailleurs un bon exercice en termes d'hypnomachie. Hein. Je connaissais comme ça un maître ou un gourou, hein, enfin selon si vous êtes dans une valence positive ou négative, vous mettez la connotation que vous voulez, mais en tout cas c'est un bon exercice, un exercice intéressant de prendre le temps de réaliser comme ça que notre nom n'est pas du tout notre nom qui est sur notre carte d'identité ou notre passeport. Je veux dire, c'est ce maître auquel je pensais parfois amenait des gens à pleurer parce qu'ils disaient tu me dis que tu t'appelles Robert, prouve-le-moi. Mais si, c'est sur ma carte. C'est-à-dire, un bout de papier, moi aussi je peux t'imprimer un bout de papier. Oui, mais non. Sauf qu'à un moment donné, le nom, c'est une pure convention culturelle. Hein, je veux dire. Et énormément de groupes qu'on peut étiqueter sectaires, plus ou moins, comme ça, c'est assez fréquent qu'on renomme l'adepte. Parce que quand on renomme l'adepte, c'est-à-dire tu ne t'appelleras plus Robert ou Geneviève, mais je sais pas, Shakhtar Shanti, je sais pas quoi. Dans ces moments-là, ça crée deux réseaux de neurones différents. Si vous voulez, si j'étais Robert, que j'étais banquier et que j'adorais le golf, maintenant que je m'appelle Shakhtar Shanti, peut-être que je peux plus facilement laisser l'ancien moi avant, un peu comme un acteur laisse un personnage en fait, quand il sort de scène. Ça aide vraiment à être vierge, à créer une espèce d'état de présence. Un état vierge de présence qui est assez similaire à certains états qu'ont des jeunes enfants ou des nouveau-nés, vous savez, quand ils sont comme ça d'ouverture à tout, et où il va y avoir des nouveaux conditionnements qui vont pouvoir arriver. Alors c'est ni bien ni mal des nouveaux conditionnements, je dis juste que c'est un procédé classique qu'on retrouve dès qu'on a envie de reconditionner puissamment quelqu'un. Très souvent il y a un changement de nom, et c'est pas pour rien qu'on a ça dans énormément de sociétés secrètes. D'ailleurs, du coup ça va rendre plus difficile le fait que les anciens proches de la personne qui a changé de nom, quand ils vont dire hey, Robert, comment tu vas? Il va dire non, quand on va l'appeler Robert, il va se sentir loin de ces personnes parce qu'il ne l'appelle pas par son nouveau vrai nom. Et donc tout ça, ça peut aussi encourager et faciliter la dissociation avec les proches, qui est un des critères souvent retenus pour qualifier un groupe de secte. Moi je pense que c'est pas pertinent du tout, mais on en reparlera tout à l'heure. Voilà, donc dès qu'on utilise un langage très très jargonnant, on exclut, ne serait-ce que par le langage. Oh! Assis. Mes bien-aimés frères et sœurs, je déclare ouverts les travaux blancs au sein de la respectable loge Soleil de Lutèce numéro 2 au Zénith de Paris. Et quand il y a un mot sur trois qu'on comprend pas, c'est un petit peu comme avec les adolescents qui ont chacun leur jargon qui se renouvelle comme ça tous les 5 ans. Quand on a 40 balais et qu'on entend des jeunes de 12 ans parler, on n'en comprend plus rien, et c'est précisément le but, évidemment, d'acter une séparation qui dit il y a vous, il y a nous. On parle en sociologie et en psychologie, on parle d'endogroupes, d'exogroupes, etc. L'idée c'est vraiment de créer une cassure, une scission. Mais bon, idéologiquement on fait à peu près la même chose quand on se dit nous sommes français, ils sont espagnols, etc. Tancada, raplagada, raciste. À partir du moment où nous-mêmes émotionnellement on nourrit pas ça, moi je parle avec des raéliens, des sociologues, des sociologues, des scientologues, etc. Il n'y a pas de problème. Donc c'est là encore, ça dépend si pour nous, dans le regard qu'on va porter sur les gens, c'est différent. Et si ça ne l'est pas, il n'y a pas de raison que ça le soit.
Le changement de nom, ça fait partie d'une forme de ritualisation. Il y a des études qui vous montrent que plus il y a de ritualisation dans un groupe, plus on va augmenter le niveau d'engagement. Hein. C'est la caricature de la secte, c'est des mecs qui font avec de l'encens, etc. Bon. Mais ça peut être fait de façon beaucoup plus fine et beaucoup plus subtile, parce que la ritualisation, on est tout le temps dans un rituel. Hein. Dire bonjour, c'est un rituel, faire un pot de départ, c'est un rituel. Et appeler quelqu'un par son nom, c'est un rituel. Parce que quand tu dis « Oh Robert, oh Robert, oh Robert », quand on t'appelle tout le temps Robert et que tu réponds à Robert, bah, au bout d'un moment, on a ritualisé l'échange. Mais on pourrait tout à fait imaginer d'autres systèmes, mais qui créerait moins d'engagement. Voilà. Donc justement, typiquement par exemple, quand on fait le 14 juillet, qu'on envoie des feux d'artifice et qu'on fait péter des feux d'artifice, ça coûte une blinde. Pendant ce temps-là, il y a des mecs qui sont là, qui disent « Ah, je meurs de faim dehors », etc. Mais à la limite, on fait le choix de dépenser plutôt cet argent pour faire un énorme rituel qui va souder le groupe. Et puis bon, bah tant pis pour ceux qui vont crever dans le caniveau à la limite. C'est un choix sacrificiel de collectif, voilà, dont le but n'est certainement donc pas, comme on l'avait vu dans la dernière vidéo sur les militaires, dont le but n'est pas que vous alliez mieux, surtout si vous êtes dans le caniveau, mais dont le but est faire que le collectif en tant qu'identité collective aille mieux. C'est-à-dire que l'individualité est sacrifiée sur l'autel du collectif. Hein, voilà. Donc il y a des études qui font un fort corrélat donc, entre la ritualisation et le niveau d'engagement, et en fait dans tous ces groupes qu'on va estampiller sectaires, on va retrouver énormément de principes de psychologie sociale. On a tous les leviers classiques, donc je ne vais pas tous vous les refaire, en 3 clics vous les connaissez sûrement si vous vous intéressez à hypnomachie, la réciprocité, le love bombing dont on avait déjà parlé dans précédentes vidéos, enfin voilà, il y a plein de techniques de psychologie sociale utilisées donc pour fédérer les groupes sociaux, excusez-moi. Mais on a besoin aussi, pour faire une bonne secte comme ça, on va avoir besoin aussi de personnes en vide d'eux-mêmes, parce que sinon, bah, ça va pas marcher. C'est-à-dire qu'à la limite, si tu prends des gens qui sont bien pleinement présents eux-mêmes, t'as beau leur faire toute la psychosociale que tu veux et toute l'hypnose que tu veux, ça va glisser. Ça va simplement glisser. C'est pour ça que c'est une des clés en hypnomachie, d'être bien présent à soi-même. Et on va avoir bien sûr les besoins du gourou, parce que qui dit ça, il faut quand même qu'il y ait des chefs qui aient aussi la névrose compatible et qui aient envie d'asseoir une espèce d'identité et d'emprise comme ça sur les adeptes, évidemment. Et chef gourou, hein, c'est ça? Chef gourou en Suisse, il s'occupe de toute une communauté, hein? La flamme du Dieu vivant est en toi? Ce genre de relations comme ça, que certains peuvent étiqueter perverses entre gourou et adepte, il faut bien comprendre que ça se fait à deux. C'est-à-dire que c'est pas le gourou qui est juste le méchant de l'affaire et la victime qui est pure et innocente. Non, ça c'est encore une vision bien-mal totalement binaire. Je vous renvoie à la vidéo sur le bien et le mal si vous pensez la chose comme ça. Non, non, ce sont deux névroses compatibles. Un peu comme le sado et le maso. Hein. C'est exactement du même ordre. Hein. C'est-à-dire qu'on a d'un côté justement le gourou en position haute qui va être, comme dirait Marx, dominé par son envie de dominer, dominé par sa domination. Mais on va avoir de l'autre côté aussi la victime qui trouve son compte l'air de rien. Hein. Mais souvent ça peut être sous le seuil de conscience, ça c'est possible. D'ailleurs chez les deux, ça peut être sous le seuil de conscience comme ça peut être plus ou moins conscient. Ça j'ai rien à dire là-dessus. Si ce genre de choses vous intéresse, j'ai pas mal développé ça dans mon livre. Je vous mettrai les liens dans la description si vous ne l'avez toujours pas lu. Voilà. Et en constatant ça, qu'il y avait énormément de gens qui étaient prêts à jouer ce jeu, énormément de gens qui souffraient comme ça d'une forme de vide de soi et qui suffisait de connaître 2-3 leviers de psychologie sociale et 2-3 notions d'hypnose pour fonder sa secte, il y a un monsieur qui s'appelle Vishram Gandhi qui a fait une expérience absolument délicieuse que je m'en vais tout de suite vous raconter. À la base, Vikram Gandhi travaillait pour la télévision, il avait fait un reportage comme ça sur certains groupes, et il s'est dit, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas, moi, ma propre secte, en fait? Vikram Gandhi développe sa philosophie et va jusqu'à créer ses propres symboles. Alors, il s'est lancé, comme il était déjà indien, ben voilà, il s'est un peu rasé, il s'est fait une tête qui correspond à une espèce de stéréotype de gourou, il s'est mis au yoga pendant 6 mois, et il a créé sa propre cosmogonie, voilà, quelle est la place de l'homme dans l'univers, etc., avec une logique interne, il a créé son propre système, et puis il a commencé à enseigner. Voilà. Il a récupéré des symboles, il a viré le symbole Om, il l'a mis comme ça, il en a fait un trident, etc. Il a récupéré plein de symboles qui existent dans d'autres traditions, et il a fait son syncrétisme. J'ai pris toutes sortes de slogans de sociétés américaines et internationales et je les ai traduits en sanskrit. Et puis on les chantait, comme par exemple « Karamieva de Karaste ». Et tout le monde répétait en chantant. Alors qu'en fait, ça veut simplement dire « Just do it ». Il a commencé à enseigner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de sectes. Enfin, en tout cas, je vous propose cette typologie-là. Vous avez des sectes qui vont s'adresser plutôt à des profils avec des individus qui sont des espèces de morts de faim de reconnaissance. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu la chance... Attention, quand je dis morts de faim de reconnaissance, je ne juge pas, hein, hélas,
Je déplore que des gens aient eu des vies aussi difficiles plutôt. Mais vous allez avoir des gens comme ça qui ne se sont pas fait valoriser, qui ne se sont pas fait aimer, qui ne se sont pas... où très peu de gens les ont vraiment regardés avec les yeux qui brillent et de l'intérêt. Ils sont en manque de ça, vraiment ils sont en manque. Et donc ça va être plutôt des sectes qui vont attirer comme ça des profils avec des petits enfants blessés qui ont besoin qu'on leur passe vraiment de la pommade, qu'on leur dise des choses comme « t'es vraiment un individu exceptionnel, t'es vraiment formidable, c'est chouette que tu sois là ». You are all great beings, and you must stop pretending that you are not. On est d'accord, tout le monde aime entendre, tout le monde aime plus ou moins être valorisé, mais là je vous parle vraiment d'être mort de faim à cet endroit-là. En psychologie de la manipulation, donc ça s'appelle le love bombing. Hein. Le love bombing, c'est vraiment le fait que, comme ça, quand l'adepte arrive dans un groupe, tout le monde vient, lui prend dans les bras, ça permet, vous savez, hein, quand on touche quelqu'un plus de 10 ou 12 secondes, je crois, on se met à sécréter de l'ocytocine, etc., qui favorise le lien avec les autres êtres humains, etc. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de toucher, beaucoup de paroles très très valorisantes, hein, mais sur l'être, pas juste le faire, pas juste j'aime bien comment t'es habillé, mais vraiment, oh, t'es une belle personne. C'est vraiment chouette que tu sois là. Qu'est-ce que tu es belle, etc. Vous voyez, tout ce genre de trucs comme ça. Et l'adepte comme ça s'en prend plein la tronche. Et du coup, c'est hyper agréable parce qu'on a l'impression d'arriver comme ça dans une espèce de paradis, tu vois, de bisounours, de trucs où tout n'est qu'amour, paix et soutien et entraide. Et en fait, on est complètement dans de la coopération XXL où il n'y a jamais de compétition, que de la coopération. Et ben ça, en général... le petit enfant blessé, il adore parce qu'il peut se redétendre et se mettre à régresser, et donc ça va favoriser donc les pulsions régressives qui elles-mêmes vont favoriser l'état hypnotique. Donc on va plus facilement pouvoir endoctriner et hypnotiser le futur adepte là-dedans. Voilà. Ça s'appelle le love bombing si vous voulez faire quelques recherches là-dessus. Moi je l'ai déjà vu à l'œuvre un nombre incalculable de fois. Peut-être je vous raconterai ça à l'occasion dans une vidéo hors série si ça vous intéresse. Si vous avez envie, vous mettez ça dans les commentaires. Voilà, donc vous avez des sectes qui se basent plutôt sur ce profil-là, et vous avez d'autres sectes beaucoup plus dures, qui vont plutôt attirer des gens qui s'en sont pris plein la gueule. Alors vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure aussi, oui, les deux s'en sont pris plein la gueule, mais la question c'est quels ont été les mécanismes de protection mis en place. Quand on se fait frapper, il y a des gens qui vont faire genre, oh, et qui vont s'inhiber. Quand on est dans l'inhibition, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, ah, t'es quelqu'un de formidable, je fais, ah bon, ah, et là on s'autorise à prendre sa place. Bon. Là je vous parle dans la deuxième catégorie de secte, on va plutôt être dans quelque chose de type quand la personne s'en est pris plein la gueule, elle a serré les dents en mode etc. et elle a essayé de continuer à avancer dans la vie. Donc ça va attirer des gens qui se sont fait maltraiter psychologiquement ou physiquement, et ces personnes vont remettre en scène la même maltraitance avec le gourou, c'est-à-dire qu'ils vont se faire maltraiter par le gourou à nouveau, comme ils se faisaient maltraiter par tonton Jacques ou leur grand-mère ou je sais pas qui. L'on peut rencontrer également une technique dénommée flooding. Le flooding consiste à saturer littéralement le cerveau avec des éléments signifiants, des symboles, etc. La surcharge cognitive ainsi obtenue casse littéralement la résistance du cerveau à l'hypnose et facilite les suggestions ultérieures. Cette technique est extrêmement utilisée, notamment en franc-maçonnerie. D'un certain point de vue, d'ailleurs, il y a beaucoup de professionnels, dont moi d'ailleurs, qui pensent que la maltraitance psychique, elle peut être à bien des égards pire que la maltraitance physique. Attention, je ne dis pas que se faire battre, c'est une promenade de santé, et c'est chouette, évidemment que c'est horrible, hein, et Dieu sait que les êtres humains peuvent être parfois atroces dans les stratagèmes qu'ils utilisent. Hein. Mais quand quelqu'un te passe au martinet, te passe à tabac ou te frappe physiquement, à la limite, les choses sont claires. Il y a peu d'ambiguïté là-dessus. Alors que dans la maltraitance psychique, ça peut être beaucoup plus insidieux et amener la personne à se couper d'elle-même sans même qu'elle s'en rende compte. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que souvent quand on accompagne des gens pour se reconstruire, comme j'ai fait pendant des années, on va explorer des états dissociatifs où les personnes se sont coupées pour pas sentir. Alors ça peut être pour pas sentir des coups, mais en général ils disent ouais c'était horrible parce que ouais on m'a frappé, ils sont au courant qu'on les a frappés, ils peuvent dire ouais on m'a frappé et je me suis dissocié. Alors que dans la maltraitance psychologique, parfois même ils vont dire oh non j'ai eu une enfance heureuse quoi. C'est-à-dire qu'ils sont même pas conscients qu'il y a eu quelque chose. Ça c'est absolument terrible. Dans cette deuxième catégorie de secte, donc on va remettre en scène donc les mauvais traitements physiques ou psychiques du passé avec le gourou, c'est-à-dire que le gourou va nous battre, nous humilier, nous maltraiter comme nos parents ou notre entourage nous battaient, nous humiliaient, etc. quand on était gamin. Et ça a un but essentiel pour le psychisme de choisir une secte qui est comme ça, c'est de protéger une espèce d'illusion, de mythe qui est que c'était normal. Parce que si jamais je me choisis un gourou qui me maltraite comme ça, me viole, me tabasse, etc., ou est simplement maltraitant psychiquement, eh ben je vais me dire, bah oui, bah il fait ça, mes parents faisaient ça, donc ça doit être normal en fait, puisque tout le monde le fait. Voilà, c'est normal.
les gens qui sont entre guillemets au-dessus de nous, qui sont dans des rôles de parents, comme peut l'être le gourou ou mes parents historiques là-dedans, etc., bah, en fait, me maltraitent, c'est normal du coup. Ah, oui, comme l'État, oui, on me dit dans l'oreillette, oui, comme l'État, exactement, c'est du même ordre, c'est le même ordre de syndrome de Stockholm dont on avait déjà parlé dans la vidéo pour la démocratie numéro 2. Vous avez d'ailleurs un clip comme ça des témoins de Jéhovah qui est absolument atroce, dont je vous mets juste ici un court extrait, mais qui illustre à la perfection ce genre de manipulation psychique qui me fait froid dans le dos. Je vous invite à aller le regarder directement sur YouTube, j'essaierai de vous mettre aussi le lien dans la description si je le retrouve. Sparlock! Hey! Ça a été l'école? Oui, regarde Sparlock voler avec sa grande cape. Qu'est-ce que c'est, ce jouet? Oui, mon copain me l'a donné ce matin. Tout le monde va voir le film. Je peux y aller aussi? Oh, c'est ton copain qui t'a fait un cadeau. Mais c'est moi, là, ou... Est-ce que c'est un jouet magique? Caleb, qui aime la magie? Jéhovah? Ou Satan? Satan. Oui, la magie, c'est mal. Et donc Jéhovah déteste ça. Mais vous voyez ce qu'elle vient de lui faire, là, ce gamin? Tu veux vraiment jouer avec un personnage que Jéhovah déteste? Non, vous rêvez pas. Là, elle vient de lui faire une bonne injonction hypnotique. Moi aussi, je veux que Jéhovah soit content de toi. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire de ce jouet? C'est bien, Caleb. Je suis vraiment fière de toi. Papa et maman, tu sais, ils t'aiment. Tu sais aussi qui d'autre t'aime? Jéhovah! Oui. Jéhovah est content de toi parce que tu l'aimes et lui obéis, Caleb. Non, vous rêvez pas. Là, elle vient de lui faire une bonne injonction hypnotique, comme quoi l'amour, c'est à condition de. Il n'y a pas d'amour inconditionnel. L'amour, c'est si t'es une bonne personne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la négation de l'amour. Et en plus, derrière, elle lui a fait un bon renforcement positif pour que la suggestion prenne bien. Ouais! Alors attention, pour être très très clair avant d'aller plus loin dans la vidéo, personnellement, quand j'emploie le mot de secte, il n'y a absolument aucune connotation péjorative. Aucune, hein, je veux dire vraiment, moi je pense que à un moment de la construction du psychisme, il est normal et sain de fonctionner via des dogmes, c'est normal, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des vérités de débutants. Quand on commence dans la vie dans certaines notions, on a besoin de vérités de débutants un peu simplistes. C'est une étape normale du processus cognitif, du processus d'apprentissage, et par conséquent, comme chaque être humain a le droit d'en être là où il en est dans son processus d'apprentissage, je vois pas pourquoi est-ce que je stigmatiserais tel ou tel groupe sectaire, voilà. Mais pour moi, je veux dire, c'est vraiment, le mot secte est utilisé de façon... Il n'y a pas de jugement de valeur dedans, voilà, c'est ça que je veux dire. D'autant plus que j'en ai quand même étudié et infiltré un sacré nombre, je peux vous dire, et que dans ce domaine, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses, vraiment. Hein, je veux dire, du club des surhommes, où il faut être un surhomme pour faire partie de ce club absolument élitiste, aux hippies qui font l'amour avec des arbres et avec la glaise, de Famille de France à la France insoumise, des nanas qui se font caresser le clito en cours de méditation orgasmique à Londres, aux mecs qui expliquent le cancer via le karma. Je veux dire, il y en a vraiment pour tout le monde. Pour le karma, si ça vous intéresse, à la fin de la vidéo, je vous mets un extrait qui explique une clarté incroyable ce que c'est que le karma. Voilà, il y a tellement de variétés de groupes possibles, d'idéologies possibles pour permettre à l'être humain de se construire un système de valeurs. Honnêtement, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, pour moi c'est ça qui compte, et donc voilà, je ne suis pas dans le jugement vis-à-vis de ça. D'ailleurs, je pense même très très intéressant de pouvoir discuter avec chacun. Oh, j'espère que c'est un témoin de Jéhovah qui veut discuter des heures durant de philosophie appliquée. Mais revenons à notre histoire que je n'ai pas fini de vous raconter, à Vikram Gandhi et à son personnage de gourou Kumare. Il a eu l'intelligence et l'intégrité, on va dire, l'intégrité humaine, de circonscrire son expérience dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas réellement créé sa secte pour toujours, il a voulu vivre l'expérience d'un gourou qui créait sa secte, et au bout d'un moment, il a réuni ses fidèles, et il leur a expliqué le poteau rose, l'arnaque, il leur a dit non, moi je suis pas du tout gourou de je sais pas quoi, j'ai juste chopé des symboles, j'ai lu 2 livres de psychologie sociale, voilà, je vous ai fait un truc, ça vous a plu, bon allez, au revoir, moi je vais revenir à mon ancien métier de caméraman, quoi, en gros, hein. Donc il a eu l'intégrité éthique de faire ça, déjà chapeau à lui, parce qu'il y en a plus d'un qui aurait pété un plomb dans le rôle du gourou. Hello, Gurus. My name is Vikram, and my ideal self is Kumare.
Les réactions furent extrêmement mitigées, bah, comme souvent, hein, Dame Nature, elle adore les stratégies mixtes, hein, CF, la vidéo sur l'utilitarisme, le petit lien que je vous avais mis en bas dans la description. Bah oui, la Dame Nature, elle aime bien faire de tout, hein, vous avez remarqué, et donc vous avez eu des personnes comme ça qui se sont pris leur vide d'eux-mêmes dans la tronche, qui se sont sentis floués, trahis, etc., et qui l'ont extrêmement mal pris, qui ont quitté les lieux. Vous avez des personnes qui, au contraire, l'ont très très bien pris, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que parce qu'ils avaient vécu des trucs très très forts, ça les avait vraiment aidés dans leur vie, ça c'est un fait. Et ils se sont rendus compte que si Kumare était en fait que Vikram Gandhi, et pas un grand maître, mais juste quelqu'un, ils se sont rendus compte, un petit peu à la façon d'un enfant qui lâche son doudou, que en fait ça voulait peut-être dire que la force était en eux en fait, et que tout ce qu'ils avaient vécu en fait ça venait d'eux, et que Vikram Gandhi n'avait fait que refléter une force qu'ils avaient en eux et qu'ils ne soupçonnaient pas. Et donc là, ils ont réussi à bien s'en sortir. En fait, c'est exactement la même chose. Ils se sont servis de Vikram Gandhi comme de ce qu'on appelle un objet transitionnel, un doudou, ni plus ni moins. La sociologue Romy Sauvert a étudié notamment les différents facteurs qui pouvaient amener un gris-gris, un doudou ou un objet transitionnel à perdre son pouvoir magique protecteur. Elle est arrivée à la conclusion qu'il fallait en moyenne 6 échecs pour que le cerveau commence à douter de l'importance du pouvoir magique protecteur. Et ces études ont amené à envisager le chiffre de 6 essais infructueux. Lorsqu'il y a eu 6 essais infructueux, le cerveau commence à douter du pouvoir magique censé être intrinsèque à l'objet, alors que lorsqu'on est sur 1, 2, 3 échecs, le cerveau recadre et diminue sa dissonance cognitive en attribuant la faute à pas de chance. Notons qu'il n'est pas absurde du tout de se servir d'un objet transitionnel, d'un gris-gris ou d'un doudou, afin de se créer hypnotiquement un sentiment interne de sécurité. Ainsi, la psychologue Lisanne Damisch, qui a étudié le phénomène chez les joueurs de golf, s'est aperçue que ceux qui mettaient leur foi dans un gris-gris, un doudou ou un objet transitionnel obtenaient des résultats 30% supérieurs à ceux qui ne le faisaient pas. De quoi douter de notre rationalité. Ce qui est terrible avec ce genre de coup de théâtre comme ça, oh mince, le gourou n'est pas un vrai gourou, c'est que pour réussir à en faire son miel, ça demande déjà un minimum de présence à soi. Déjà un minimum. Et à partir du moment où on a déjà un minimum de présence à soi, on peut faire son miel d'à peu près n'importe quoi, si on a un peu de méthode et qu'on est un petit peu malin là-dessus. Mais ça c'est dramatique, parce qu'effectivement ça laisse aucune chance à des gens qui ont déjà des blessures de trahison tellement fortes qu'ils ont dû faire toute une transe pour se protéger, et que là, bam, on leur remet le nez dans le « Ah bah en fait on m'a encore trahi, merde », etc. Alors que même eux pourraient, mais s'ils étaient accompagnés, au-delà d'un certain niveau de profondeur de transe hypnotique, ça devient vachement dur de s'en sortir tout seul. Surtout si on n'a pas de méthode, qu'on n'a pas été formé, etc. C'est vraiment vraiment difficile. Ça se tente, hein, il y en a qui y arrivent, mais c'est vraiment pas simple. Et comment dirais-je, cette distribution de la présence à soi, hein, là j'en parle un peu comme c'était une ressource, cette distribution de la présence à soi, elle est tout sauf équitable. Hein. Dans la Bible, on en parle dans plusieurs livres, hein, c'est pas dans mon habitude de la citer, mais enfin allons-y, hein, je teste des trucs. Dans Luc 8-18, il y a marqué « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. » C'est exactement de ça dont ça parle. Vous avez ça dans Matthieu aussi, 25-29. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. » Pour la petite anecdote d'ailleurs, dans le livre Le Signe Noir de Nassim Taleb, que je vous avais conseillé dans la vidéo sur le sacrifice, il parle d'un principe qu'il appelle le gagnant rafle tout. Et ben, ça a un nom, ça s'appelle l'effet Matthieu, qui fait référence justement à la Bible là-dessus. Voilà, l'effet Matthieu, c'est vraiment le fait que quand tu as déjà un petit peu de quelque chose, un peu de présence à soi, un petit peu de succès, et ben, les gens vont te voir et vont te rappeler, tu vas avoir plus de succès. Ou quand tu as un peu de présence à soi, tu vas pouvoir faire plus de présence à soi. Alors que quand tu n'as rien, et ben, t'as rien, puis tu es dans la merde. Voilà, c'est pas démocratique. C'est pas simple de définir vraiment ce que c'est qu'une secte en fait. Y a énormément d'auteurs, pareil, qui ont proposé plein de définitions, mais c'est encore un sujet qui est très très complexe, hein, très très vaste. En tout cas, bon, ce qui est clair, c'est que c'est pas vraiment les critères de la Mivilude qui vont nous renseigner. Hein. La Mivilude, la mission interministérielle de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires, hein, où bon, bah, en gros, on est dans un organisme gouvernemental qui dit qu'est-ce qui est une secte, qu'est-ce qui ne l'est pas, et donc très logiquement, comme cet organisme gouvernemental reçoit des fonds du gouvernement, du coup, elle va proposer des critères pour reconnaître une secte qui sont en accord avec l'idéologie dominante du gouvernement. C'est une secte. C'est une secte. Ils sont dangereux comme des insectes. Comme d'habitude, donc on retrouve une tâche aveugle, etc., avec des intérêts financiers, et comme d'hab, c'est celui qui finance qui ne sera pas inquiété, comme on a régulièrement des différents scandales avec des milliardaires qui tiennent les journaux et qui donc jamais ne critiqueront
les actions de tel ou tel milliardaire, par exemple. Bon, bah, c'est assez standard dans l'histoire de l'humanité, on va pas rentrer dans les détails, mais effectivement, simplement, juste de constater que dans ces critères, bah, on vous retrouvez donc trouble à l'ordre public, donc typiquement, voilà, si jamais il y a des gens, je sais pas, comme les zadistes par exemple, qui disent non, on veut pas reconnaître l'autorité de l'État à un endroit, bon, bah alors c'est une secte, etc. Donc voilà, on est vraiment dans un contrôle de la pensée qui se donne l'apparence d'un truc bien carré officiel, mais malheureusement, être carré officiel ne dispense pas d'avoir des biais cognitifs, tout simplement. Et puis bon, ces histoires de groupes comme ça, anti-sectes ou pro-sectes, quelque part c'est encore une espèce de conflit mimétique en fait, entre les pros et les anti. Bon, bah, moi je regarde le conflit mimétique comme ça, puis je rigole un petit peu là-dessus, parce que voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on a tous besoin de sectes à un moment donné, et que aussi les anti-sectes pointent du doigt des choses intéressantes. Donc comme d'habitude, il y a à boire et à manger chez chacun. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a une époque comme ça, il y a plus de 10 ans, on avait tourné comme ça quelques documentaires qui remettaient en cause pas mal de mythologie environnante. Bon, au niveau du contenu, je vous ai donné la plupart du contenu de ce documentaire dans la plupart des vidéos de la chaîne Hypnomachie, mais à l'époque, parce que je vous dis ça, c'était en 2007, 2008, truc comme ça, bah à l'époque, Internet et YouTube n'étaient pas aussi actifs et on pouvait pas dire autant de choses qu'aujourd'hui, donc à l'époque, on avait eu les RG sur le dos, on s'était fait photographier en pleine rue, il y a eu des cambriolages, etc., des menaces de mort, enfin des trucs, c'était... Bon, je passe les détails. Aujourd'hui, je peux en parler comme ça librement, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, n'importe qui peut critiquer sur une vidéo YouTube, ou même, quand bien même YouTube interdit la vidéo, hop, tu vas sur YouTube, t'es peinard, donc il y a une espèce de liberté de ton qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon voilà, ça n'est plus du tout subversif. En tout cas, si ce vieux documentaire vous intéresse, bah, dites-le moi en commentaire, puis on verra bien si on vous en met des extraits à l'occasion ou pas. Je trouve ça intéressant de voir qu'il y a certaines idées, on a beau avoir raison sur le fond, bah en fait si jamais c'est pas dans l'air du temps et que le Pékin moyen est pas capable de le comprendre, de l'accueillir émotionnellement, bah ça marchera pas. Regardez ça par exemple. Pour les Raéliens, les notions de jalousie et de possession sont très néfastes à l'homme. On doit simplement apprendre à s'en débarrasser. Même s'il a une relation privilégiée avec Lisa, une jeune japonaise, Raël n'en apprécie pas moins, comme vous le voyez, la présence occasionnelle d'une autre compagne. D'ailleurs, il offre la même liberté à Lisa. Contrairement aux chiens ou aux animaux qui ne dominent pas leur jalousie et qui veulent être possessifs et qui veulent dominer le troupeau et avoir pour eux toutes les femelles, l'homme, avec sa conscience, peut respecter les autres êtres humains et, dans le respect, dans la compréhension, pouvoir libérer ceux que l'on prétend aimer. J'ai une compagne que j'aime, elle m'aime aussi. Si elle est intéressée pour avoir un moment de sensualité avec quelqu'un d'autre, c'est formidable. Et non seulement je ne vais pas la freiner, mais je vais même l'encourager. Punaise, mais merde, il y a simplement Raël qui était juste polyamoureux avant l'heure, c'est quand même vachement intéressant. À l'époque, ça faisait un scandale dans toutes les bonnes mœurs, alors qu'aujourd'hui, genre, il y a des cafés polyamoureux, machin, enfin, genre, tout le monde se fout, genre, tu baises à 3, à 4, à 15 avec un chien, à la limite, tant que c'est entre adultes et animaux consentants, aujourd'hui, on s'en fout, quoi, tu vois. Donc, il y a une espèce comme ça, de décontraction qui est arrivée au niveau des mœurs, et qui montre bien, comme ça, vraiment, le relativisme des idées, des tabous d'une époque, quoi. Vraiment, moi, je l'ai vraiment vécu dans ma chair sur 10 ans, quoi. Aujourd'hui, je peux vous parler, mais complètement librement sur YouTube, sans craindre quoi que ce soit, alors que vraiment, encore il y a 10 ans, on a eu des menaces de mort, c'est quand même pas rien, quoi. Non, personnellement, moi, ce que je vous propose comme définition de secte, en tout cas c'est la mienne, voilà, je la partage avec vous, vous la prenez si elle vous fait du bien ou pas, pour moi, c'est un groupe humain qui permet à ses membres de pouvoir quand même penser le monde à un niveau de réalité plus complexe que ne l'est l'ensemble de la mythologie qui fédère le groupe, en fait. Alors c'est un petit peu complexe, ça fait référence implicitement à la théorie d'un niveau de réalité. Bon là je vais pas le développer dans cette vidéo, je vous en parle de temps en temps pour ceux que ça intéresse sur la page Facebook, que je vous invite à rejoindre, voilà, comme ça je vous le dis maintenant et pas à la fin de la vidéo, ce sera plus digeste. Voilà, mais c'est en gros voilà, l'idée simplement de pouvoir penser le monde de façon plus complexe que les tabous et les mythes initiaux de la socioculture ne nous le permettent. Je pense que c'est un bon critère. C'est quelque part ce qu'a fait Vikram Gandhi, c'est-à-dire qu'il a effectivement récupéré tous les codes, les symboles, les machins du cliché de la secte, si vous voulez, mais à aucun moment il n'a empêché les gens de s'émanciper, et au contraire il les a même poussés à aller chercher à avoir accès à des niveaux de réalité plus complexes que le petit giron maternel dans lequel il serait resté s'il avait tenu son rôle au sens dur du terme, quoi. Voilà. Et bah donc là encore bravo à lui. Alors vraiment ce qui me semble important quand on pense la question sectaire, c'est vraiment de faire attention à ne pas voir vraiment l'adepte comme
comme étant une espèce de terre glaise qu'on peut manipuler à loisir. Non, 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 non. C'est de bien prendre conscience qu'il y a une notion de système là-dedans et que l'adepte a aussi un énorme intérêt à se soumettre à l'autorité du gourou ou du groupe social hypnotique, parce que notamment ça lui diminue l'incertitude. Quand tu as un gourou ou un dom qui te dit quoi faire, tu n'as pas à penser, et ça c'est reposant pour le glucose. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Voilà, il y a des intérêts psychiques, psychologiques des deux côtés. Hein. Et donc très très souvent, on va retrouver donc ce que j'appelais moi dans la vidéo sur le socialisme, et vite de soi, ce que j'appelais des enfants dans des corps d'adultes, si vous voulez. Pendant 15 ans, on nous dit il faut gagner de l'argent, t'as pas le choix. Et pour s'en défaire de ça, mais une fois qu'on en est défait, y a que de l'amour, c'est quoi? Oui, alors bon, là, fatalement, effectivement, ils ont des dreadlocks, des sarouels, et ils jouent du djembé. Donc là, on est en plein dans le stéréotype, hein, je vous l'accorde 1 million de fois, y a pas de problème. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Mais attention, 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 les enfants dans les corps d'adultes, ça peut ressembler en fait à n'importe quoi. Ça peut avoir des costumes, des blouses blanches, ça peut être des hommes politiques à regarder l'Assemblée nationale. Hein. Dans les débats, vous allez en voir quelques-uns des enfants dans des corps d'adultes à certains moments. Etc. Notamment en Afrique, vous en avez un certain nombre encore, malheureusement, pour des raisons d'accès à l'éducation notamment, mais pas que. Et vous avez, là encore, logiquement, quand il y a énormément comme ça d'enfants dans les corps d'adultes, vous avez quelques gourous de pacotille comme ça qui vont profiter de ça et faire leur beurre là-dessus. Mais le diable s'est saisi d'un livre historique qu'on appelle la Bible pour embrouiller l'humanité. C'est une œuvre diabolique. Un livre d'histoire qui doit être dans un musée. On prend cela et on fait croire aux gens que s'ils croient en ce livre-là, ils seront sauvés. C'est un travail profond que le diable a fait. Ah oui, évidemment, c'est un petit peu caricatural, hein, je vous l'accorde, hein, pas de problème. Bon, on est sur YouTube, je fais aussi un peu d'entertainment entre 2-3 trucs que j'espère pas trop cons. Voilà, mais en tout cas... Plus sérieusement, j'aimerais vraiment vous inviter à regarder et à essayer de discerner de mieux en mieux et de plus en plus les différentes pulsions régressives un petit peu partout, je veux dire. Moi aussi, sur Hypnomachie, quand j'ai une vidéo qui vient de faire les 30 000 vues, là, et que je vous dis « Ah, merci, machin, merci d'être aussi nombreux », en fait, fondamentalement, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, je veux dire, si jamais nous kiffons quelque chose, si jamais nous aimons quelque chose, qu'est-ce que ça peut bien nous faire qu'on soit des milliers ou des dizaines de milliers à aimer ça, ou qu'on soit juste deux pelés et un tondu à aimer ça? Je veux dire, c'est de la pure pulsion agressive, en fait, quand on y pense. On a une espèce d'effet de masse, comme ça, étudié par la psychologie sociale, et qui renforce l'engagement des gens dans une dynamique de groupe. Donc bon, on serait dommage de ne pas utiliser ces leviers, mais paradoxalement, le propos de ma chaîne, c'est justement de vous les montrer. Donc, du coup, je suis obligé de me tirer une balle dans le pied, mais j'ai toujours dit que j'essaierais de faire les choses avec le maximum de transparence. Mais enfin, en tout cas, là-dessus, voilà, il y a quand même, c'est intéressant de le voir. Voilà. Après, une fois qu'on le voit, on peut dire bon, ok. Mais le but là de mon propos, c'est de vous inviter à essayer de développer ce warning. Quand je vous disais par exemple à l'instant, qu'est-ce que ça peut nous foutre? L'emploi du mot nous, mais c'est pas innocent du tout. Quand je dis qu'est-ce que ça peut nous foutre, je crée comme ça. Quand je dis qu'est-ce que ça peut nous faire, qu'est-ce que ça peut nous foutre, je crée un sentiment groupal comme ça. Hein. Alors que quand je vous dis qu'est-ce que ça peut vous foutre, je vous parle juste à vous comme ça, un sentiment d'individu. Donc tout ça, ce sont des manières de choisir les mots de sorte à créer ou à utiliser des pulsions grégaires. Et je vous invite vraiment à faire attention parce que vous avez plein de gens qui vont vraiment, ou en tout cas qui peuvent potentiellement utiliser ça à des fins totalement manipulatoires. Et donc je vous invite fatalement à faire attention puisque c'est un petit peu le propos de la chaîne. Un des derniers points que je voulais apporter dans cette vidéo, c'était la notion de création de dualité. En effet, l'être humain est très très fort, notamment lorsqu'il envisage les choses de manière rationnelle, pour créer des cases. Dans le pré-rationnel, on est dans un gloubi-boulga où tout se mélange et où tu peux deviner le temps qu'il fera sur la base de comment ton œuf à la coque est en train de cuire. Donc tout est complètement mélangé, il n'y a pas de... Et le rationnel arrive et crée des petites cases. Donc c'est bien, c'est une étape très très intéressante et très très nécessaire. Le problème, c'est que si on n'est pas conscient que c'est une étape et qu'on identifie sa carte du monde et le territoire, comme d'habitude. Et de la même façon, il y a un certain nombre de dualités qui peuvent être créées par des hommes comme ça, de façon assez étonnante. Je pense par exemple à la dualité entre le psychologique et le spirituel. Ça a du sens à un endroit justement au niveau rationnel, on a envie de pouvoir étudier la psyché et puis tout ce qui est spirituel, on dit ouais mais c'est pas quantifiable, c'est pas mesurable, donc ça je veux pas, etc. Puis on essaie de scientifiser le truc, ouais ok, c'est valable, moi-même je l'ai fait pendant des années, pendant 10 ans à peu près, j'ai complètement séparé les deux, ok.
jusqu'à ce que je réussisse à mettre au point, en tout cas à affiner, parce qu'on n'invente jamais rien, mais en tout cas à reprendre des choses qui existaient, puis à les perfectionner un petit peu, jusqu'à réussir à proposer comme ça une pratique qui soit à la fois thérapeutique et spirituelle, mais qui n'impose pas, qui n'induit rien du tout, ce qui fait que les personnes qui viennent, qui sont athées comme ça, ça fait pas sens pour elles, et pas de problème, et voilà. Mais par contre, on est en permanence, pour ceux qui sont un peu sensibles à la chose, sur ces deux plans à la fois. C'est pas ou l'un ou l'autre, et encore pire, l'un au détriment de l'autre. Ça, c'est absolument terrible, parce que dans de nombreuses traditions, comme ça, on peut pour obtenir certains je sais que ça n'a aucun sens, hein, mais certains résultats spirituels, mais ça n'a aucun sens, hein. On peut sacrifier le psychologique, hein, et c'est justement le conseil de lecture de cette vidéo. Alors j'ai pas le livre là malheureusement, parce que je l'ai prêté à quelqu'un, et je sais plus à qui d'ailleurs. Si tu te reconnais, rends-moi mon livre. Ça s'appelle Au-delà du matérialisme spirituel. Voilà, je vous mettrai le lien et dans la description et sur le site internet Hypnomachie, où vous pouvez retrouver tous les conseils de lecture. Et c'est un livre assez classique qui parle justement donc de ce qu'il appelle le matérialisme spirituel, et de comment est-ce que le psychologique peut récupérer la pratique spirituelle pour se fuir lui-même et pour encourager le vide de soi, alors qu'au contraire il s'agit de développer une forme de présence à soi, évidemment. Voilà, donc je vous le recommande, c'est un classique au-delà du matérialisme spirituel. Voilà. Une autre création de dualité typique du mental, c'est la dualité entre le profane et le sacré. Et ça, c'est quelque chose que je vois très très souvent. Je vois des gens qui coupent comme ça le monde en deux, avec d'un côté le profane, de l'autre côté le sacré, et qui sont en adoration devant le sacré sans se rendre compte que là, en fait, au nom de la recherche de l'unité, ils créent une dualité. C'est quand même super paradoxal quand on y pense. Et en général, qu'est-ce qui se passe? Cette vision du monde va entraîner de rejeter toute une partie du réel, le profane en général, et donc on va se mettre à rejeter, je sais pas, la sexualité, ou certaines émotions qui sont perçues comme pas bien, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand on met de côté une partie du réel, une partie de soi, une partie du réel? On fait ce que les psychanalystes appellent un refoulement, et ça entraîne le retour du refoulé, dont on avait déjà parlé. Et on a beau faire ça pour des prétextes spirituels, ça reste quand même du refoulement. Voici, tel qu'on l'enseigne sur les bords du Gange, l'asana ou posture du lion, spécialement destinée à calmer l'individu et à refouler la colère. Eh ben, la vidéo est quasiment terminée, donc si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce comme ça, la partager sur les réseaux sociaux, en tout cas nous, ça nous aide. Merci aussi aux tipeurs qui nous aident et nous soutiennent. Donc le conseil de lecture, je vous le mets là dès que possible sur le site hypnomachie.com, puisque j'ai pas pu vous montrer joliment le bouquin, voilà, puis vous avez la page Facebook Hypnomachie pour venir discuter avec nous régulièrement. Je vous laisse avec une des plus belles définitions du karma que j'ai pu trouver à ce jour. Voilà, salut Internet! Nous devons tous vivre notre propre karma. Karma? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dont vous les hippies vous parlez tous? Qu'est-ce que c'est que le karma? Eh bien Doc, c'est une sacrée question. Le mot en hindou veut probablement dire une chose, mais parmi les hippies américains et les autostoppeurs de toutes sortes, cela veut dire... eh bien, disons que vous vous êtes trouvé à la porte de chez vous. Alors, vous allez à votre boîte aux lettres prendre la clé. Quand vous y arrivez, vous vous apercevez que votre clé n'est pas là. Vous ne l'avez pas remise la dernière fois. Alors, vous tapez sur la boîte aux lettres, ce qui fait sortir les chiens, et un chien vient vers vous et commence à aboyer. Alors, vous frappez le chien, et le chien s'en va en hurlant et passe devant la maison du voisin, et les voisins appellent la police, et quand la police arrive pour enquêter, elle vous arrête pour avoir essayé de rentrer chez vous dans votre propre maison. C'est ça le karma.